Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo qui fait suite aux précédentes vidéos que j'ai faites sur l'écriture d'un script de monitoring en bash ou de l'utilisation de l'API Pingdom depuis la ligne de commande et le bash du point de vue de l'administrateur système, j'ai décidé de vous parler d'une autre API, celle d'un cloud provider et plus précisément d'OVH Cloud. Alors si je fais le choix d'OVH Cloud, c'est pas tout à fait un hasard. Sachez en préambule que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par OVH Cloud. C'est juste que je travaille avec cette société depuis plus de 20 ans. Je connais particulièrement bien ses produits, ses services, ses forces et ses faiblesses. Et pas trop mal son API, dirons-nous. La seconde raison pour laquelle je fais ce choix, c'est que la plupart des vidéos ou des ressources qu'on peut trouver concernent plutôt les API de AWS, d'Azure, de Google Cloud et j'en passe, qui ont été vues et revues maintes fois et j'aurai pas grand chose de nouveau finalement à vous apprendre. Enfin, pourquoi je fais généralement le choix d'OVH Cloud pour mes infrastructures? C'est simplement que c'est la solution et une des seules solutions au monde à ce jour, tout du moins, qui permettent à des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui souhaitent des briques d'infrastructure de base, hardware et network pour construire leur propre solution technique, de le faire sur un coût de revient à peu près 4 fois inférieur à celle des grands cloud providers. Sur ce, eh bien, je vous dirai, place à la pratique. Me voici de retour avec un petit peu plus de place à l'écran pour la technique. Donc vous devez voir deux fenêtres actuellement, une fenêtre d'un navigateur internet qui pointe sur la console d'API OVH et normalement une fenêtre de mon terminator qui pointe en fait sur mon petit fichier en bash. Alors j'ai beaucoup hésité sur le format de cette vidéo parce que je voulais d'abord en faire un live coding ou avoir un live tout court. Le problème qu'il y a, en fait, j'ai deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est que dans le cadre d'un live coding, le format pouvait être un peu long, à savoir qu'en fait, quand vous travaillez avec une API, finalement, une fois que vous avez compris les principes, c'est répétitif et vous allez à l'infini parce que vous avez des centaines ou des milliers d'endpoints, donc après, la seule limite, c'est votre imagination. Le second point qu'il y a, c'est que pour montrer que quelque chose fonctionne, en général, il faut des données derrière. Pour qu'il y ait des données, potentiellement, je suis obligé de travailler avec des vraies données. Je n'ai pas la possibilité de générer de fausses données avec de fausses infrastructures chez OVH. Et donc, il y a plus de chances par mégarde que je vous montre quelque chose, même s'il n'y a rien de top secret, mais quelque chose qui est du domaine peut-être privé et que peut-être des gens n'ont pas envie de voir sur Internet. Donc là ça me permet que si je fais une gaffe pendant mon enregistrement, je peux facilement mettre un petit coup de floutage dessus qui va bien, un peu comme j'avais fait sur la vidéo qui concerne l'API Pingdom. Alors cette vidéo, en tout cas avant d'attaquer du script tout ça, elle part du postulat que vous avez déjà créé votre compte OVH, que vous avez déjà créé votre petit compte sur l'API, que vous avez déjà les informations type consumer key, app key, app secrète. Tout est en ligne sur la documentation d'OVH, c'est quelques clics pour le faire, c'est extrêmement rapide, vous n'aurez pas de problème à obtenir tout ça. Vous avez plusieurs manières de vous adresser à cette API. Vous pouvez vous y adresser directement, on va dire, avec l'URL de l'API, on va voir ça après dans le code, ou vous pouvez utiliser la console OVH, donc qui est disponible sur https://api.ovh.com/console, qui vous permet de faire des requêtes directement sur l'API en question. Comme toutes les API, en tout cas les principales du marché, c'est un format classique, vous avez des endpoints, après vous avez des paramètres que vous pouvez passer sur ces endpoints pour obtenir le résultat escompté. Alors vous allez trouver des tas de choses dedans, parce qu'il y a des tonnes de produits et de services chez OVH. Moi je vais vous montrer quelques-uns d'entre eux qui sont ceux avec lesquels je travaille, et surtout comment j'y travaille un peu du point de vue de l'administrateur système. Alors je ne suis pas parti sur l'idée du provisioning, d'infrastructure parce que ce sujet c'est un sujet qui est assez souvent traité même si on l'utilise nous-mêmes aussi en interne pour du provisioning, ou peut-être que je ferai une vidéo dédiée à la construction provisioning d'infrastructure, mais là encore la difficulté en fait c'est qu'il faut que je profite d'un moment où j'ai une grosse livraison client par exemple pour vous montrer en vrai en fait ce que ça fait avec de vrais éléments, parce qu'il n'y a pas de moyen de simuler en fait tout ça quoi. Il faut des infrastructures, donc mécaniquement c'est un peu plus compliqué. Là je vais davantage vous montrer comment je m'en sers un peu au quotidien du point de vue de l'administrateur système de la production. Savoir que c'est particulièrement intéressant si vous avez des comptes avec des volumes importants en fait d'infrastructures dessus. C'est sûr que si vous avez 3-4 serveurs, un SHA par-ci et un load balancer, vous pouvez utiliser simplement le manager OVH, ça va faire le job. Le problème, c'est quand vous avez beaucoup d'infrastructures, ce manager, vous allez y trouver quelques problèmes. Le premier problème, c'est un problème de lenteur, parce qu'il n'est pas orienté, on va dire, forcément pour les gros volumes. Et donc, ce problème de lenteur, après,
va apparaître aussi un autre problème et qui est propre à tous les API, à tous les outils web, qui est vous êtes en train de travailler, de faire de l'admin en ligne de commande et pour faire par exemple le reboot d'un serveur, prenons quelque chose de simple, si vous êtes obligé de vous loguer sur une page web, puis de trouver le bon serveur, puis de cliquer sur la fiche du serveur, puis de cliquer sur les 3 petits points, puis de cliquer sur reboot serveur, puis de valider, puis attendre que le serveur est rebooté, etc. Vous pouvez perdre un temps précieux pendant l'exploitation que vous n'avez pas forcément envie ou le temps de perdre. Et donc l'API, elle vous permet un peu de bypasser tout ça, parce que elle est relativement rapide et elle s'encombre pas de toutes ces surcouches. Vous avez d'un côté, je peux vous montrer, mais ça vous pourrez le découvrir par vous-même, la partie purement donc web de l'exploration de l'API. Ça a l'avantage de vous donner à la fois les champs, les valeurs qui ont ce que vous pouvez passer à une API. Donc si vous faites un get sur IP, ça va lister toutes les IP que vous avez chez OVH. Donc si vous en avez beaucoup par exemple, dans le manager, vous savez à quel point ça peut être embêtant de travailler avec. Je vous fais un petit défilé là, vous voyez. Donc ça devient vite compliqué quand vous devez aller faire une modification par exemple sur une adresse IP. Puis après vous avez les endpoints principaux, puis après vous avez dessous des endpoints secondaires dans l'arborescence qui vont vous permettre d'obtenir par exemple de l'information. Donc là c'est sur les IP, mais vous allez trouver pareil sur les serveurs, sur est-ce que l'IP est bloquée ou est-ce qu'elle n'est pas bloquée, et sur les éléments qui sont aussi bien techniques qu'administratifs. L'important bien sûr c'est de vous développer votre bibliothèque d'outils, votre petit couteau suisse pour que ça convienne bien sûr à vos besoins. Donc moi je vais vous donner quelques exemples et quelques pistes de quelque chose qui fonctionne. Je vous livrerai aussi ce code avec sous licence GPL pour que vous puissiez le modifier, le réutiliser selon vos besoins. Mais bon, après, il faut savoir que c'est vraiment spécifique à la manière dont vous travaillez avec vos infrastructures. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour ça? Alors d'abord, je vais juste fermer pour l'instant le Firefox et on va revenir sur le bash. Donc, un simple script bash, je l'ai appelé, je n'étais pas très inspiré, BOAP, pour Brain OVH, API Player, bien sûr, vu que je parle d'OVH. Donc je vous avais promis de faire cette vidéo dès que je serai à peu près à 25% de mes capacités, je pense que je dois être à peu près à 22%, donc on va espérer que ça le fasse. Qu'est-ce que j'ai au départ? Alors, j'ai une source secret dn6.cfg qui peut pointer sur un autre d'ailleurs, qui peut être secret.cfg tout court. Je vérifie juste parce que j'ai fait plusieurs tests avec plusieurs comptes. Oui. Donc le format de ce qu'on trouve dans ce fichier, c'est juste ce que vous voyez au-dessus là. Donc il n'y a que ça dedans en fait, sans les dièses bien sûr devant. Il y a une consumer key, une app key, une app secrète. C'est juste ça qui est importé. Pourquoi j'ai plusieurs noms de fichiers en fait, et éventuellement après vous pouvez en faire même un paramètre, c'est si vous gérez plein de comptes OVH différents et vous avez besoin de switcher en fait de fichiers de configuration. On a contrairement à l'API Pingdom que je vous ai montré, l'API OVH est un petit peu plus exigeante pour discuter avec elle. C'est-à-dire qu'il y a certains champs que si vous les envoyez pas dans le header, elle ne voudra pas vous parler, même si elle est essentielle. Donc là où dans l'API Pingdom, on se contentait juste d'envoyer l'authentification, on balançait nos requêtes, chez OVH, ça ne sera pas suffisant. Donc je vais avoir besoin de quoi? Alors j'ai un content type, il faut qu'il soit dans les headers, on va le voir plus bas, qui doit être déclaré, application, JSON, charset, UTF-8. Si vous ne le faites pas, il refuse la requête. Vous avez l'OVH application qui correspond à la OVH application key. Vous avez l'OVH consumer qui correspond, donc c'est toujours un header qui correspond au consumer key. Après, j'utilise pour pouvoir convertir du JSON en texte, parce que comme la plupart des API web, le format retourné c'est du JSON. Alors j'utilise Python avec -mjson qui permet de faire le job. Vous pouvez aussi utiliser JQ. Qui fonctionne aussi bien, que j'ai utilisé d'ailleurs avant dans le même contexte. Parce qu'il faut savoir, en fait, j'utilisais déjà bien sûr cette API, mais pas du tout dans le cadre du script que vous voyez. C'était un code, mais qui était tellement immonde que c'était pas montrable et c'était vraiment un mauvais exemple. Autant je vous dis, il n'y a pas de bonnes pratiques, autant là j'utilisais que des mauvaises pratiques. Donc j'ai un rewrite from scratch pour cette vidéo. Puis j'en profite pour mettre à jour après mes outils sur cette base. La fonction principale de tout ça, c'est celle-là. La fonction API request. Alors il faut savoir qu'OVH vous fournit, si c'est toujours le cas, je crois, ça doit être sur GitHub peut-être, un API.sh qui est assez lourd et qui vous permet d'utiliser du bash pour requêter l'API d'OVH. Ici, il n'y a aucune dépendance, c'est vraiment écrit from scratch, donc vous pouvez l'inclure tel quel. Moi j'ai une préférence, je préfère maîtriser ce que je fais.
Il y a une petite complexité, mais je vais vous la montrer, elle est faite de toute façon. Vous allez comprendre l'endroit où, très honnêtement, j'ai dû m'y prendre à 7 ou 8 fois avant de trouver exactement la bonne formule. Donc on a quoi? Un request type. D'abord, alors ça c'est simplement le type de la requête, de votre requête HTTP en fait. Est-ce que ça va être du GET, est-ce que ça va être du POST? Parce que vous voyez, enfin vous voyez plus là du coup, mais si je vous raffiche le Firefox, en fonction de ce que vous voulez faire, il faudra faire des requêtes qui peuvent être delayed, POST, GET, PUT, etc. Alors celle que je vais vous montrer c'est essentiellement du GET, je vous ai mis un POST dedans, simplement pour vous donner un exemple qui soit pas destructif potentiellement, donc vous pouvez l'utiliser tranquille, c'est de l'accès en lecture, ça fonctionne exactement pareil pour les autres, je vous en ai mis un pour le reboot. Il faut faire attention en fonction des droits que vous avez accordés à votre application, parce que potentiellement vous pouvez faire des changements majeurs de configuration, vous pouvez détruire quelque chose ou autre, donc il faut faire attention à ce que vous allez faire avec. Donc ici, on va dire, je vais vous montrer principalement du GET, comme ça on va éviter d'être agressif. Alors, il faut savoir que toutes les requêtes qui sont envoyées à l'API OVH doivent intégrer une clé. Et cette clé, elle est calculée par un algorithme qui vient additionner et qui vient concaténer l'app secret, le consumer key, le type de requête, l'URL avec l'endpoint complète, les données que vous avez mises qu'il y a dans le champ data et le timestamp. Et le timestamp, il faut savoir que c'est celui d'OVH en plus qu'il faut aller chercher, parce que si vous prenez votre timestamp à vous et que c'est pas le même, en fait il va vous refuser la requête. Donc pour ça, OVH a prévu une requête qui permet de récupérer ce timestamp, bien sûr. Et donc bon, vous allez voir comment au final ça se découpe. C'est cette signature, du coup, on est obligé d'aller récupérer, donc d'aller utiliser toutes ces variables et de venir les concaténer dans cette CKey. Puis cette CKey, on est obligé d'y passer un SHA OneSum. Alors, il y a d'autres façons, vous pouvez utiliser OpenSSL par exemple dessus, et puis y passer aussi l'algorithme SHA. Donc, en gros, l'idée c'est que le résultat final que vous allez obtenir, c'est une clé, une clé SHA que vous devez mettre dans chacune de vos requêtes en fait. Et s'il n'y a pas cette clé, même que vous êtes authentifié, que vous avez tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est la fameuse, ce sera ce header en fait que vous voyez qui s'appelle OVH_SIG, qui s'appelle x-ovh-signature $the_sig, qui est le $the_sig qui est calculé ici d'après la CKey qui elle-même est au-dessus, vous verrez, et qui reprend chacune des variables. Alors je ne vais pas vous passer longtemps de temps dessus, ça n'a pas vraiment un intérêt, c'est juste que j'ai récupéré cette clé pour voir comment elle était formatée. L'explication n'est pas très claire, je trouve, en ligne dessus. J'ai dû faire 4-5 essais avant d'arriver au bon résultat, pas qu'il y ait un espace, enfin il y a quelques trucs. Et ensuite on va utiliser simplement curl. Alors là aussi, on pourrait très bien utiliser un autre navigateur en mode web. Vous pouvez utiliser, je ne sais pas, comme Lynx ou autre. Bon, curl fait bien le job. Donc ici, j'utilise curl. Curl à qui on passe la request type. Donc, est-ce qu'on va faire un put, un get, etc. Et puis après, on va lui passer les différents headers dont on a besoin dans cette requête. Et donc, une fois qu'on a passé ces différents headers, et le champ de data s'il y en a besoin, on va passer l'URL de l'API que j'ai déterminé ici, vous voyez, API_URL qui est https://api.ovh.com/1.0. On va y passer le endpoint, donc ça va dépendre de ce que vous voyez sur le côté, par exemple /IP. Et qu'est-ce qu'on va y passer d'autre? On va venir décoder ça en fait pour obtenir le résultat souhaité. Alors, les sed que vous voyez, c'est juste que je fais un petit peu de nettoyage dans la requête qu'on reçoit, parce que après je me permets de la retraiter, donc j'enlève typiquement, en plus de me sortir que le texte, je vais enlever des virgules, des crochets, enfin des choses qui me gênent. Hein. Donc c'est des filtres. Si vous voulez voir ce que ça fait, vous enlevez le filtre et puis vous allez voir le résultat. Après, j'ai une petite fonction que vous reconnaîtrez si vous avez suivi la vidéo que j'ai mise sans le son qui concerne l'écriture d'un script, un tic-tac-toe, un script de Morpion, où j'avais fait une fonction. Alors là, il n'y en a qu'une Dancer pour l'instant, il faut en mettre autant que vous voulez, bien sûr, qui sert juste à afficher un message, comme un message d'erreur, par exemple. Et après, on va attaquer nos fonctions.
Alors vous allez voir, là, pour la plupart des fonctions, vous allez avoir des résultats qui sont parfois très simples. Enfin, en tout cas, des résultats du code qui va être vraiment très simple à faire. Vous avez chaque fois qu'à appeler votre API request, donc la fonction qui est au-dessus, hein, ici. J'ai fait en sorte qu'elle s'utilise très simplement. On peut y passer que 3 options aujourd'hui. Et donc, typiquement, par exemple, obtenir la liste de toutes mes adresses IP, ben, ça va être juste un get IP. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure au-dessus, hop, ici. C'est un get IP. Ce get IP, ça va nous donner quoi? Alors, le mieux, c'est peut-être de vous montrer le résultat. Donc, du coup, je vous montre en même temps le résultat. Voilà les quelques fonctions que j'ai implémentées. Attendez, je vais enlever le Firefox pour que ça soit visible. Pour l'instant, j'ai implémenté quelques trucs. En fait, le fait de lister les IP, le fait de donner des informations qui m'intéressent sur ces IP ou sur ces blocs d'IP. Donc, c'est au format CIDR. Là aussi, il y a une petite astuce que je vous montrais que j'ai dû faire dans le code, mais qui peut vous servir ailleurs. Alors ça, c'est vraiment juste à titre d'exemple, ça n'a pas d'intérêt pour l'admin. C'est que vous pouvez faire plein d'autres choses avec OVH, hein, lister des factures, récupérer les infos de facturation. Vous pouvez faire plein d'autres choses qui sont même administratives avec. C'était pas l'objet de ma vidéo, mais je vous en ai mis juste une comme exemple. Lister tous les serveurs qui sont gérés par mon NIC. Obtenir toutes les informations sur ce serveur ou sur ces serveurs. Faire un reboot de serveur. Donc directement en ligne de commande avec un serveur reboot, obtenir une liste d'un SHA, les informations qui nous intéressent sur un SHA, obtenir des listes de load balancer, les infos qui nous intéressent sur les load balancer. Là, comme ça peut être un peu long, j'ai aussi séparé le fait d'obtenir par exemple les informations des fermes et les informations des front-end. Un élément qui est hyper intéressant du point de vue de l'admin, mais je ne sais pas s'il est toujours maintenu parce que c'est une fonctionnalité qui était en bêta dans l'API OVH, qui est statut, qui vous permet de savoir s'il y a des incidents en cours qui concernent des éléments de vos infrastructures. J'ai l'impression que les informations soient plus à jour et qu'il me sort que des trucs de 2018, donc je suis pas sûr que ça ait continué. Ce que je ferai peut-être dans une autre vidéo, c'est que ça doit pas être très sorcier à écrire en se basant sur le site de travaux, c'est que peut-être je ferai du coup un script séparé qui est capable de le faire en reliant les informations de l'API et le site de travaux. Et donc moi en général celle qui m'intéresse c'est les in progress, hein, mais sinon vous avez les interventions planifiées, les interventions terminées, celles qui sont en cours, la liste des VRAC et la liste des informations. À propos de vos VRAC, moi typiquement par exemple c'est donner la liste de tous les éléments en fait qui sont dans ces VRAC, que ça soit du public cloud, du private cloud, des load balancers, des serveurs, etc. Donc, si j'en viens à l'utilisation, elle est donc très simple. Si je fais un IP list, donc ça c'est juste des listes d'IP, il n'y a rien de très, on va dire, de très sorcier. J'obtiens donc une liste qu'on peut compter. Voilà, si on fait WC-L, il y a 1177 IP ou plages IP, en fait, IP et plage IP, parce qu'il y en a qui sont des plages dedans. Donc ça, c'est la même chose que vous allez obtenir donc, du coup dans le web, ça vous donne juste une liste. Alors en soi, on pourrait dire ok, c'est quoi mon utilité en tant qu'admin de ces listes? Eh bien c'est que moi je m'en sers pour faire des recherches en fait dessus en fonction de des fois ce qui se passe, de messages qu'on reçoit qui peuvent être de plaintes ou d'alertes, etc. Ça va me permettre de savoir qu'est-ce qui se passe sur la plage en question. Donc typiquement, pour savoir après ce qui se passe sur une plage, sur la plage en question, juste après l'IP list, là on a une requête un petit peu plus lourde que j'ai fait qui s'appelle IP info, que là vous voyez à l'écran. Alors qu'est-ce qu'elle fait celle-là? En fait elle va venir taper dans plusieurs endpoints, sous-endpoints de IP, et elle va me donner de toutes les listes de ce qui peut m'intéresser en fait sur ce truc-là. Alors il y a une petite astuce au début qui peut vous servir dans d'autres API, c'est que l'information attendue c'est une IP au format CIDR, avec le masque genre type /24 par exemple à la fin, donc une adresse IP ou un réseau / quelque chose. Et du coup, quand vous vous retrouvez avec un slash dedans, dans la requête, ben ça va être interprété en fait après comme pour en faire un endpoint. Donc il faut le remplacer simplement, hein. Donc c'est juste un petit sed que je fais qui le remplace par un pourcentage de F. À savoir qu'on pourrait faire ce remplacement sans utiliser sed en pure bash en le remplaçant dans la variable. Je vous ferai peut-être une petite vidéo dédiée plus à l'optimisation, mais ça n'a d'utilité que quand vous faites des traitements très lourds, que vous allez multiplier des dizaines, des centaines ou des milliers de fois de faire ce genre d'optimisation, le sed reste plus lisible. Donc je vais afficher quoi pour chacune? Ben, c'est à peu près ça. Vous voyez la première, donc
on récupère l'option donc qui est la plage IP, information, et là ça va nous afficher les informations de base. Les informations de base, c'est en fait, donc si on regarde la requête, c'est IP/IP block en fait dessus. Donc elle est ici. Donc c'est get the object property, si vous voyez, vous lui passez l'IP, et là il va vous donner toutes les informations qu'il a sur le sujet. Donc si on prend une plage de la liste et qu'on l'exécute, voilà, ils vont nous dire par exemple que c'est géré par un PCC. Donc moi je suis allé un petit peu plus loin quand on fait ça. Je vous montre. Je vous fais n'importe quoi. Il faut bien sûr y passer l'IP. Donc si je fais cette information, là je vais avoir un peu plus d'informations. Parce que je vais lister numéro 1 s'il y a des reverse, bon il n'y en a pas de configuré sur cette plage-là par exemple. Le service qui est associé à cette adresse IP, donc ici c'est un PCC, un Private Cloud OVH. Je vais voir s'il y a des alertes de phishing dessus, s'il y a des alertes anti-hack, s'il y a des alertes de spam, s'il y a des IP qui utilisent du firewall. Là, donc là, la seule avec une IP on firewall, c'est la .1, mais bon, qui est un enable sur false. Et s'il y a de la mitigation de l'anti-DDoS qui est actif actuellement parce qu'il y a une attaque en cours. Et donc là, simplement en passant une IP sur ce script, j'ai un incident quelconque ou j'ai un dysfonctionnement, j'ai un malfonctionnement, j'ai un ralentissement, ben je vais déjà savoir de suite, attends, est-ce qu'il n'y a pas un problème déjà? Est-ce que côté hébergeur, il n'y a pas un souci? Alors encore une fois, si vous avez 3 serveurs, vous avez reçu un mail, il n'y a pas de problème. Quand vous avez 6000 serveurs qui sont derrière, vous allez en recevoir sans arrêt des mails pour tout et vous ne pouvez pas forcément tout traiter. Et là, c'est vraiment ce que vous êtes en train de traiter. Vous allez avoir, ok, déjà pour les IP, j'ai toutes les informations qui concernent. Il y a un DDoS en cours. Ok, le client vient d'ouvrir un ticket pour une histoire de soucis de mails qui partent pas. Mais en fait, je vois qu'il est dans la liste spam et donc OVH a bloqué son port 25 en sortie parce qu'ils ont détecté des spams en provenance de leur serveur, etc. Ça va vous donner une première information d'analyse, première information qui va vous permettre de gagner énormément de temps. On continue sur la petite liste. Donc, rien de magique. La seule petite chose que je vous ai mis en exemple, du coup, c'est pour tout ce qui est lister les IP, par exemple, qui sont en cours de mitigation, qui sont firewallés. Il y a une petite boucle que vous pouvez reproduire dans n'importe quel moment de l'API qui le permet, où il va donc prendre la valeur et il va regarder pour chacune, en fait, du coup, des IP, si oui ou non, en fait, il y a quelque chose qui est concerné. Donc vous allez le voir, je vous le montre à plusieurs endroits. Donc ça reste toujours simple, un API request avec un get vers une requête. Après c'est du blabla écho, c'est moi pour ma présentation, pour que ce soit lisible que je fais ça, parce que quand ça arrive et qu'il est 4h du matin, et si j'ai un gros JSON tout pourri sans trop d'informations, c'est un peu moins lisible pour moi, là c'est plus facile à lire. Et je dis pour chaque adresse IP qui se retrouve comme une IP firewallée, faire un get IP IP block firewall IP. Donc donne-moi toutes les informations concernant ce firewalling. Pareil pour la mitigation, et ça, là je vous l'en ai mis que sur 2, mais vous pouvez le faire sur tout et n'importe quoi en fait. Vous pouvez le faire sur chacune des options qui est dedans. Typiquement, par exemple pour le spam, moi j'ai l'habitude de faire une fonction séparée qui va me servir automatiquement à déblacklister ou pas la machine, mais une fois que je l'aurai cleané, etc. Alors, build list. Alors là, build list, build info, il y a un petit truc à enlever. Attendez, je vous enlève le Firefox. J'ai mis un petit... c'est pour pouvoir vous le montrer en fait. J'ai mis un petit grep-v pour enlever les informations confidentielles. C'est que quand vous récupérez des factures, en fait, vous avez l'URL qui contient un mot de passe dans l'URL qui vous permet d'accéder, télécharger directement la facture. Alors, les factures ne sont pas un élément particulièrement confidentiel, mais toujours est-il qu'il s'accède normalement avec un password. Donc, je vous le cache avec ce petit grep-v dans la requête. Vous, il vous suffit de l'enlever pour avoir votre facture complète. Donc si on fait un build list par exemple sur ce compte, on va faire quoi? On va faire un j'ai dit que ça s'appelait comment déjà? Il s'appelait build list. Donc là ça va vous donner quoi? Si vous faites ça, ça va vous donner la liste des factures par exemple qui sont sur ce compte. Vous voyez avec le code, l'identifiant en fait la référence de la facture. Donc pareil, c'est des choses qui peuvent se piper. Il faut savoir qu'elle a une spécificité aussi, ce petit code que je vous donne, c'est que vous pouvez le repiper sur lui-même en fait. Donc typiquement, je peux vous le montrer dans le cas des factures. Donc
on peut faire bien sûr un bill info. J'ai oublié le S. D'une facture. Donc là, typiquement, on a quoi? On a un numéro de facture, on voit que c'est un truc qui est en auto-renew, on a la date de la facturation, l'order ID, le prix avec les taxes de la facture, le prix sans les taxes, en fait, toutes les informations de votre facture. Et en réalité, vous apparaît aussi l'URL qui vous permet d'accéder directement à la facture, que ce soit la facture PDF ou en HTTP, etc. Mais imaginons qu'à un moment donné, vous ayez un peu du travail à faire. C'est valable aussi pour la partie technique, ce que je vous montre. Typiquement, par exemple, vous avez un système d'information que vous souhaitez provisionner en fait avec cette API. Ou des commandes après, parce que vous voulez le retraiter ou vous voulez avoir simplement une version aussi statique. Moi, c'est ce que j'ai, c'est que j'ai une copie statique des données au cas où l'API serait indisponible et que je puisse faire des recherches dedans. C'est que vous allez pouvoir appeler le script sur lui-même. Donc ici, typiquement, par exemple, on va faire notre build list. Et là, au lieu de faire mon wc-l, je vais faire un xarg-l et je vais relancer Boap sur lui-même et je vais lui dire pour chaque facture que tu me donnes, ben, viens me donner les infos. Et là, il va prendre chaque facture, il va vous donner les infos pour chacune des factures. Et ça, bien sûr, vous allez pouvoir le retraiter, le ressortir, l'injecter dans quelque chose, dans un fichier, dans une base de données, faire tout ce que vous voulez en fonction de vos besoins. Alors, je vous le montre pour les factures, mais en fait, c'est plus souvent à la technique que je m'en sers. Mais donc, ça vous permet après de faire, typiquement, vous voulez les informations sur 8 serveurs particuliers d'une infrastructure. Ces 8 serveurs, vous les avez greffés avant à votre sortie. Ben, vous pouvez rebalancer pour avoir les informations dessus. Donc, typiquement, je vais vous le faire. Donc là, ça va défiler jusqu'au bout. Voilà, il a terminé. Puis ça, vous pouvez l'injecter dans un fichier que vous allez pouvoir retraiter, par exemple, faire comme vous voulez. Alors, je vous montre pour la facturation, c'est pas des tâches d'admin. Ça a son utilité quand même si vous voulez savoir si quelque chose est payé ou pas. Mais, par exemple, une requête de l'API que j'utilise beaucoup, justement, celle qui concerne les serveurs. Alors là, j'ai quoi? J'ai une requête qui est basée un peu comme la requête sur l'IP qui va vous donner la liste de tous les serveurs dédiés, typiquement. Et une autre qui s'appelle serveur info qui va me donner toutes les informations que je veux avoir sur ce serveur. Et là, vous allez voir, j'appelle plusieurs endpoints successifs en fait. Donc, je vais demander l'IP en fait qui est lié au serveur, je vais afficher les services info et je vais aussi faire quelque chose qui m'est particulièrement utile, c'est-à-dire d'afficher, alors moi là je le fais pour les 3 dernières, donc c'est le -3 que vous voyez dans le head -3, mais ça peut se paramétrer ou on peut en faire une variable. Je vais lui dire de m'afficher les dernières interventions qui concernent ce serveur. Alors je les affiche pas pour toutes parce que typiquement sur le serveur que je vais vous montrer d'exemple, il y en a peut-être eu 50, donc sinon ça fait un truc imbuvable, mais je veux savoir si s'est passé quelque chose, je dois intervenir sur cette machine, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dessus? Et là aussi je vais pouvoir le savoir tout de suite. Et après pour chacune de ces interventions, ben, je fais une petite boucle for et je dis pour chacune de ces interventions, tu me donnes l'ID et tu viens me dire qu'est-ce que c'est l'intervention. Donc ça donne quoi dans la pratique? Servers list, j'ai mis au pluriel, autant pour moi. Allez, hop. Comme je vous dis, c'est une réécriture from scratch que j'ai fait du coup pour la vidéo. Donc j'ai noté, j'ai écrit toutes les options, j'ai fait une doc dessus, mais je ne m'en suis pas encore vraiment beaucoup servi. Donc je vais faire un grep. Et donc en fait, il s'est passé quoi en réalité? En réalité, il y a eu la liste de tous les serveurs qui a défilé. Donc si vous voyez par exemple sur ce compte, il y en a 499. Et là, je sélectionne que celui qui m'intéresse, donc est celui-là. Et pour celui-là, je vais dire, on va dire, là je viens de recevoir une alerte ou quelque chose qui ne va pas, un ticket d'un client. Ben, je vais dire, attends mon gars, dis-moi ce que tu as sur ce serveur. Serveur info, serveur list. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, info, ça n'existe pas. C'est serveur, j'ai dit -info. Hein, ouais. Info. Voilà. Et là, il va venir faire quoi? Voilà. Il va venir me récupérer les classiques informations sur le serveur. J'ai le modèle, sur quel data center il est, l'adresse IP principale, le réseau, s'il est monitoré ou pas côté OVH, le nom de la machine, l'OS utilisé qui a été installé, dans quel baie il se trouve, le reverse de la machine, etc., etc., le niveau de support, les plages IP. Je vais avoir des informations aussi qui sont purement, genre qui est le contact administrateur, billing, etc., la date de création,
Et surtout, une autre information importante, c'est l'expiration ou pas. Parce que on peut très bien avoir un cas, un client ouvre un ticket, ma machine fonctionne plus, en fait il y a eu un incident de paiement, le serveur a été suspendu, le temps de récupérer l'information en passant par le manager, si vous avez des centaines de serveurs, ça peut prendre un certain laps de temps, là vous avez l'information tout de suite. Et donc l'idée c'est quoi? Alors ça bien sûr vous pouvez le regrepper pour avoir que ce qui vous intéresse en sortie, hein, c'est toujours le principe de Linux, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les dernières interventions en cours. Donc typiquement là je vois que c'est des reboots que j'ai fait moi, hein, des remote reboots qui ont été faits, mais ça peut être autre chose. Là il y a eu un netboot update par exemple. Je vais avoir la liste de toutes les interventions. Là je choisis que les 3 dernières, mais vous pouvez lister toutes les interventions. Et donc je vais savoir si là en cours, où il vient de se passer quelque chose qui rentre en concordance avec. C'est-à-dire, je dis, oh là, attends, il y a un incident là-dessus, mais voyons s'il n'y a pas un truc. Et là, je vais voir qu'il y a eu une intervention OVH, par exemple, qui a détecté un down du serveur, qui est intervenu pour le rebooter ou quelque chose. Et là, je vais avoir tout de suite une information pertinente qui va me situer tout le contexte de mon intervention. Et en cumulant, en fait, quelques requêtes, donc depuis votre bastion, ligne de commande, depuis là où vous allez administrer vos serveurs, vous allez pouvoir savoir rapidement, en fait, vous placer rapidement dans le contexte. Ça vous permet aussi, sans forcément avoir des documentations d'infrastructure devant vous, en requêtant différents éléments de l'infrastructure, de savoir tout de suite un peu quelles sont toutes les configurations. Donc ça, c'est une de celles que j'utilise le plus, on va dire, le plus fréquemment, pour savoir tout de suite quel est l'état d'un serveur et s'il y a des choses en cours dessus. Alors typiquement, là, si vous voyez hein, le dernier reboot, vous voyez sa date, ici, donc qui date du 12. Hein. Aujourd'hui, on est le 16, là, quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Là, je vous montre. Voilà. On est le 16. Typiquement, ce serveur, donc il est là. Si je veux le rebooter, donc par exemple, j'ai mis un truc qui s'appelle server reboot. Alors, là où il faut faire hyper attention, voilà, je lui passe. Et si je lui passe cette information, hop, on lance. Ouais, vous voyez, reboot ASCII, hard reboot, hop, c'est demandé, statut init. Si je reviens voir mon information sur ce serveur, ce qui vous nous l'affichez déjà là, 21.12, pas encore, le remote reboot n'est pas encore passé parce que la task est en cours. La machine, elle va bientôt s'arrêter de répondre au ping. Parce qu'elle va être en train de rebooter. Si elle n'a pas déjà rebooté, je ne pense pas. Il y a un petit délai hein, qui se passe au moment où vous envoyez la requête. Le temps que ça passe dans le pipeline d'OVH et puis que ça soit traité, il y a un petit décalage dans le temps qui se produit. J'en profite pour boire un petit coup. Voilà, ça s'est arrêté de pinguer, là vous voyez. Là c'est que le reboot est en cours. Donc ici, on a celui du 16, vous voyez, il est là. Intervention ID, reboot, remote reboot, c'est la dernière. Et vous avez l'heure à laquelle elle est exécutée, donc vous savez qu'il y a un reboot. Pareil, si c'est quelqu'un d'autre, du coup, alors c'est valable quand OVH a fait une intervention, mais si vous êtes 15 dans l'équipe et qu'il y en a un qui a fait un reboot ou autre, hop, vous pouvez obtenir directement l'information. Et pas vous étonner, la machine ne répond pas encore, c'est bon, le reboot est en cours. Donc il va se passer le temps en fait que la machine redémarre, qu'elle fasse ses checks, puis elle va se remettre à pinguer. Tant qu'elle se remette à pinguer, on peut venir explorer le reste. Donc là, typiquement, c'est un post tout simple, vous voyez, la requête est simplissime. Alors là où je dis qu'il faut faire super attention, c'est quoi? C'est que si vous faites une fonction typiquement comme ça, bon moi je force à utiliser 2 fois le script, vous voyez, volontairement. Mais en fait, je pourrais très bien faire une fonction qui fait la liste dans une boucle et qui applique automatiquement la fonction suivante. Et le problème qu'il y a, c'est que là, vous pouvez lancer un reboot, par exemple, sur vos 6000 serveurs, ou vos 500 serveurs, ou vos 100 serveurs, en une seule commande. Donc, c'est très puissant, ça peut beaucoup vous aider pour faire du traitement massif dans certains cas. C'est aussi super dangereux, parce que typiquement, si je fais avec ça un server list, un servers list, pipe, boap, et que je fais un serveur reboot, ça va rebooter l'intégralité de tous les serveurs de l'infra. Ce qui peut, en l'occurrence, comme il y a des réplications, il y a des clusters, il y a des machins, ça peut faire une casse pas possible. Donc, toujours utiliser avec parcimonie. C'est pour ça que la fonction de reboot, je l'utilise que par une machine. J'ai pas prévu de pouvoir en faire volontairement plusieurs à la fois. Si j'en fais plusieurs à la fois, je peux. Il suffit d'y passer en paramètres et de mettre.
et de passer à la commande, mais j'évite, mais attention de ne pas faire un list avec un reboot derrière. C'est pour ça que j'évite les justes. Avant, j'avais des commandes, c'était juste des -A, -R, machin. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous intervenez à 3 h du matin, que vous avez déjà lancé 50 commandes, vous n'êtes pas à l'abri de l'erreur. Alors, on pourrait très bien rajouter aussi quelque chose qui dit attention, vous venez demander des reboots, est-ce que vous êtes sûr de vouloir l'exécuter? Donc typiquement, c'est pour ça que j'ai pris des options longues, server_reboot. Il faut vraiment avoir envie de l'écrire en entier, quoi. Un -R, espace le nom du serveur comme je faisais avant. C'est beaucoup plus risqué. Une petite faute de frappe, vous mettez une autre lettre à la place de celle qui était prévue et c'est dans une longue commande avec un pipe zargs et vous êtes mort. Donc voilà, j'ai pris volontairement des options longues qui ont un nom significatif de ce à quoi elles servent. Après, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Tout ça, je l'ai fait pour les NAS achats, donc qui sont en gros des stockages redondants ZFS fournis par OVH, pour les LB, donc pour les load balancers aussi, et pour les VRAC. Les VRAC, c'est un peu le système de réseau privé d'OVH. Enfin, c'est une baie virtuelle, en gros c'est un réseau privé que vous montez entre vos serveurs et vos infrastructures, entre différents data centers même, ça fonctionne et vous pouvez mettre plusieurs choses dans le même VRAC. Alors, ça c'était pour le reboot. Donc NAS achat list, ben, en fait ça va fonctionner exactement NAS achat list, comme la même chose que je vous ai montré avant, c'est-à-dire ça va vous donner une liste de Z-Pool. Si vous voulez savoir ce qu'il y a sur ces Z-Pool, ben, même chose, j'ai fait un petit truc info, donc voilà, on va en prendre qu'un seul. Vous avez compris qu'on pouvait l'appliquer à tous chaque fois, hein. S'il y a des informations sensibles, je les cacherai au montage. WAP Z-Pool, quoi, j'ai dit NAS achat info. NAS achat info. Voilà, donc là, typiquement, j'ai des informations. Voilà, si on peut créer une partition, sur quel data center est situé le NAS achat, quelle est son adresse IP, sa capacité, la capacité de la partition, le nom de la partition dessus, le protocole qui est utilisé pour le partage, la taille, s'il y a des snapshots cours d'utilisation, les adresses IP qui sont autorisées à se connecter sur le NAS, les informations qui sont purement administratives, depuis quand il existe, qui sont les contacts dessus, les dates d'expiration, et tutti quanti. Donc en gros tout ce que j'ai besoin, le statut, si on est ok, si on n'est pas ok, etc. Là encore, vous explorez l'API et vous allez voir toutes les possibilités. L'idée c'est que vous récupériez les informations qui vous intéressent en fait. Donc j'ai fait la même chose après donc toujours le même principe qu'au début en fait, hein. C'est-à-dire je liste quelque chose et après quand je veux des informations plus détaillées, par exemple sur un NAS achat vous pouvez avoir plusieurs partitions, je dis pour chaque partition dans la liste des partitions, alors me faire puis me donner le nom de la partition et puis venir faire une petite requête sur la partition correspondante et venir voir les access lists de la partition correspondante, etc. Là je fais un petit compteur, hein, que je fais c'est un peu comme si je disais que la variable est égale à la précédente valeur plus 1. Voilà, je l'initialise ici à 1, donc ça m'affiche la partition 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. Et je récupère, pareil, tout ce que j'ai besoin. Après, j'ai la même chose pour les load balancers, ici. Donc, c'est la même chose, en fait, hein, LB list. Là, vous avez une liste de load balancers. Voilà, pour un seul LB. Là, pareil, je vais avoir les principales informations, Metrics token, le nom de la machine, le type d'offre. Là, c'est un load balancer pack 1. Je connais de suite ses limites, les configurations SSL, les fermes, s'il y en a en erreur, si c'est OK. Donc, vous voyez, on a des statuts OK pour les front-end. Il y a une ferme, il y a de front-end, il y a des petites informations après aussi, pareil, est-ce que c'est un truc qui est peut-être en défaut de paiement ou qui a un souci, etc. Donc je vais avoir toutes ces informations, à savoir que bien sûr, il faut aussi les piloter, hein. Voilà, je conseille vraiment de faire attention quand vous faites vos scripts. Moi, personnellement, j'ai tendance à faire des scripts spécifiques, à part quand il s'agit d'écrire, pour éviter que quelqu'un fasse n'importe quoi et puisse, en une commande, changer la configuration. Je vous imagine, vous voyez là, juste avant, j'ai fait une mauvaise manip, là, je suis fatigué, j'ai fait un xark, je lui dis mais non, et ça s'est appliqué à tous les serveurs, à tous les load balancers, c'est de la lecture, ça n'a aucune importance. Imaginez que ce soit une opération en écriture, je ne vous dis pas le désastre. Même si en réalité, une fois que vous avez écrit, il faut aller appliquer les modifications, mais on aurait très bien pu mettre l'application automatique dans le code aussi. Donc ça, c'est vraiment des choses que je réserve à des scripts spécifiques qui sont utilisés dans un environnement spécifique et qu'on évite d'utiliser de manière massive. On l'écrit
pour l'utiliser de manière massive que quand on est dans une situation de crise pour le compte d'un tiers et qu'il faut faire un changement massif dans une infrastructure à grande échelle. C'est pareil pour le reboot des serveurs tout à l'heure. Par contre, il y a une vulnérabilité critique sur laquelle il y a eu une mise à jour en rapport avec le kernel ou je sais pas quoi, vous avez passé sur tous les serveurs, il faut absolument tout rebooter très vite parce que vous avez un malware en face, un verre qui est en train de se propager de serveur en serveur et qui potentiellement peut vous bousiller 5000 serveurs. Dans ce cas-là, vous êtes dans un cas d'urgence, c'est différent. Là, vous déverrouillez le système et vous balancez votre mise à jour avec un parallèle SSH, par exemple, sur vos 6000 serveurs et vous faites la modification directement. Si c'est juste dans le noyau, vous pouvez par exemple faire la modification côté OVH dans l'API et dire je vais booter sur le netboot OVH de la version de tel noyau et après vous allez l'appliquer à l'ensemble des serveurs et vous allez lancer le reboot de tous les serveurs. En fait, tout est possible. Mais il faut faire super attention dès que vous allez faire beaucoup de volume. Que vous dire que vous montrez de plus c'est le même principe en fait que j'ai mis partout. Donc là ça donne un peu plus d'infos sur les fermes. Sinon ça fait trop d'infos sur le LB Info si vous voulez avoir les informations précises sur les fermes et les front-end. Je vais pas vous les lancer sinon ça va m'obliger à faire d'autres trucs à cacher parce qu'on va peut-être se retrouver avec des noms de sites internet en clair et que les clients ne seraient pas contents qu'on voit le nom de son site sur internet même s'il est public. La fonction status qui, je suis pas sûr qu'elle soit maintenue, je me renseignerai, sinon j'en écrirai une séparément, parce que ça c'est vraiment génial. La fonction status, je l'ai appelée comment? Si status c'est juste qu'elle a un paramètre, moi j'ai rajouté un paramètre. Vous pouvez aussi pas mettre de paramètre, il va tout vous afficher. Moi j'ai mis un paramètre parce que ce qui m'intéresse c'est les statuts in progress en fait, à la base. Mais en général, on va pas en avoir. Il va chercher, en fait il va chercher s'il y a une intervention en cours qui concerne une de mes infrastructures. Par contre, si on regarde celles qui sont finished, voilà, là vous allez avoir en fait chaque intervention, ce qui est en train de se passer. Vous voyez, par exemple, nous allons intervenir sur le système de refroidissement, maintenance prévue début à telle heure, fini, un downtime est à prévoir sur le service, et vous avez le service impacté, typiquement en fait. Vous avez le code du service impacté qui doit être sûrement un projet, par exemple, un projet public cloud, sur quel data center vous êtes, etc., quelle salle on est, etc., etc. Si on remonte plus haut, là, on est sur typiquement, là, on est sur du public cloud 2016, sur SBG3, donc sur Strasbourg. On sait que c'est le host, ce host qui est impacté. Donc vous allez avoir des informations, vous voyez, le host a des difficultés, donc il y a une intervention en cours, il y a un downtime de prévu, et du coup vous allez avoir de l'information qui va vous permettre de répondre tout de suite à votre client en disant attendez, il y a un incident, il est côté OVH, il est en train de se passer ça. Pendant ce temps-là, en plus, il faut éviter en général d'intervenir parce que si pendant qu'il y a une intervention sur un host, en fonction de l'intervention, c'est le moment où vous choisissez et que vous allez envoyer le reboot de votre VM, où vous allez commencer à balancer des trucs OpenStack, alors qu'en réalité il y a un souci sur le host, vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous allez aggraver la situation, alors qu'il faut juste attendre. Donc bon, là il y a plein de petites choses que j'essaierai de vous montrer dans d'autres vidéos, pas spécialement liées à l'API, mais certaines vérifications qu'il faut toujours faire avant quand vous avez un incident, typiquement sur une instance, allez vérifier d'abord si l'instance elle est vraiment down, et si ça se trouve vous avez un accès via KVM à l'instance, c'est juste le réseau qui est down, et donc il faut éviter de casser un truc en cours, pas vous avez des écritures en cours sur les disques, etc. Enfin il y a plein de cas où des fois agir trop vite, c'est bien d'agir très vite, mais il ne faut pas agir trop vite, sinon vous allez faire une bêtise qui va amplifier en fait l'incident. Donc ce qui me fait penser que ce truc est plus à jour, c'est que quand je regarde les dates en fait, ah non, il y a du 2019 au milieu. Mais par exemple, si je fais du 2020, je crois pas avoir vu de... Voilà, il n'y a pas de date en 2020. Donc, je pense pas que ça soit en cours. Pourquoi? Parce que le compte que j'ai pris comme exemple, c'est un compte quand même où il y a dans les 600 serveurs dessus. Et donc, il y a régulièrement forcément des choses qui impactent. En plus des serveurs, il y a un paquet aussi de public cloud, il y a du private cloud, il y a un peu de tout. Donc je crains que cette fonction soit pas maintenue. Elle est créée en bêta, je suis pas sûr, j'essaierai de me renseigner. Si elle l'est pas, j'essaierai peut-être d'écrire un truc, parce que vous avez un site qui s'appelle travaux.vh.net. Je pense que ça se sert de la base d'ailleurs qui est sur travaux. Et à un moment donné, j'avais déjà fait un truc qui pouvait parser ce site-là, et je pense que ça serait pas très sorcier de venir faire un match et de dire attention, je retrouve cette information et cette information. Peut-être quelque chose à structurer pour éviter d'avoir quelque chose un peu de trop illisible, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre avec du coup?
Les VRAC, alors liste des VRAC, typiquement, donc pareil, ça va vous donner une liste de tous vos VRAC, hein. C'est le même principe que j'ai mis pour... donc je vais l'appeler comment? VRAC list, tout simplement. Donc voilà, ça va lister un certain nombre de VRAC, j'en ai pas de 500 non plus, il y en a 200. Et donc là, ça va vous donner les informations d'un VRAC. Alors je sais qu'il y a... si je fais une seconde, parce qu'il faut juste que je vérifie quelque chose. Hop, voilà. Donc là, typiquement, je prends un VRAC, où il y a plusieurs choses dessus. Donc vous voyez, sur ce VRAC, vous voyez qu'il y a un certain nombre de serveurs dédiés qui sont dans ce VRAC, l'infrastructure du client, qui a un projet public cloud aussi qui est dedans. Bon là il n'y a pas, mais il aurait pu y avoir un dedicated cloud aussi. Et load balancer, il n'y a que les modèles 1, vous ne pouvez pas les avoir dans le VRAC, mais là en l'occurrence ce client, il a ses propres serveurs qui servent de load balancer directement avec des achats proxy, c'est pas sur le produit LBOVH. Mais du coup ça va vous dresser tout l'inventaire de ce VRAC. Et là pareil, moi ça me sert beaucoup, il y a un incident en cours sur quelque chose, une réplication, quelque chose qui ne va pas, mais paf, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie d'aller me connecter à mon système d'information, aller voir, rechercher le nom du client, voir la liste de ses VRAC, cliquer dessus, essayer de voir tout ce qui est dedans. J'ai d'un coup, dans ma ligne de commande, je sais ce qu'il y a dessus, je sais ce que potentiellement ça peut impacter, si c'est le VRAC, pas VRAC, entre quelle machine je vais pouvoir faire mes tests réseau rapidement pour me faire une idée de ce qui se passe. Donc là, pareil, hein, je vous donne un exemple. Après, vous pouvez, moi je vais en rajouter sûrement beaucoup. Je maintiendrai de toute façon le soft, donc au fur et à mesure que je ferai des ajouts, en tout cas dans ce script là, je vous les mettrai en ligne aussi. Mais par exemple, on peut faire typiquement, vous pouvez faire des choses à l'envers, genre vous avez envie de retrouver dans quel VRAC se trouve un serveur, vous voyez, ou c'est dans un sens ou dans l'autre que ça peut parfois être utile. Donc après, c'est votre limite, c'est juste la capacité de l'API et votre imagination en fait. Mais vous voyez, les requêtes sont très simples, même pour faire ça et aller tout chercher, c'est juste, vous voyez, je vais juste chercher plusieurs endpoints en fait qui correspondent en disant ok, donne-moi la liste pour les serveurs dédiés dedans, donne-moi la liste des cloud projects, donne-moi la liste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de requête qui permet d'avoir juste la liste de tout. C'est pas prévu pour, c'est pas grave, vous faites l'ensemble des requêtes qui vous permettent de l'avoir et vous donnez le résultat sous la forme que vous voulez. Voilà, moi c'est conçu pour que ça soit lisible pour moi, encore une fois, le plus efficace possible pour moi. Mais après, vous faites selon vos besoins. Écoutez, c'est déjà pas mal. Ça fait combien de temps que j'enregistre? Je vois que ça fait 48 minutes, je crois. Du coup, je vais pas aller plus loin. Je voulais vous montrer d'autres trucs, mais on va peut-être garder ça pour une autre vidéo. Je vous la mets en description. Je vous mets ça à télécharger. Je vous mets le script en téléchargement et puis vous pourrez vous amuser avec et puis rajouter en fait vos propres endpoints pour faire ce que vous voulez. N'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions, envoyer vos contributions. Vous pouvez me rejoindre, vous le savez, sur le Technobar, sur un peu tous les réseaux sociaux. Je ne vous refais pas le speech. De toute façon, j'écris tout en commentaire. Voilà, c'était tout. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. En tout cas, pour moi, c'est le soir. Vous le regarderez peut-être en journée. Je vous dis bye et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.